Alors effectivement, on va parler assez peu d'outils, un petit peu de techno quand même, et j'ai entendu soft skills. Moi j'aime bien aussi le terme humanité. Alors, on nous a demandé de parler des RH comme co-acteurs. La première question, c'est de questionner la question. C'est-à-dire que, est-ce que les RH seront co-acteurs de la transformation digitale par les RH? C'est un paradoxe. Alors j'ai entendu que la matinée était assez bienveillante, tout le monde est inspiré. Je suis là pour vous donner un petit peu d'angoisse et vous rappeler que cette transformation, avant de toucher les RH, elle a touché le commerce. L'e-commerce, c'était quand même assez logique que ça soit géré par des commerciaux. Est-ce que vous connaissez un seul patron du digital d'une grande entreprise qui vienne du commerce? Moi, j'en connais pas. C'est-à-dire que la légitimité métier n'a pas existé face à la compréhension des enjeux et des usages et de la techno. Très important. Donc, monsieur Jean-Claude Convenant, que vous pouvez voir là, eh bien, il n'aurait pas pu devenir patron de l'e-commerce parce qu'il s'est enfermé dans son métier. Il a été prisonnier de ce qu'il a toujours fait. Et il ne s'est jamais posé la question, mais est-ce que finalement j'ai une légitimité à conduire l'évolution de mon propre métier? Voilà. Donc c'est typiquement ce qu'il faut que les RH ne fassent pas. Et en faisant finalement tout ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire d'abord en questionnant l'utilité de son propre métier et en le mettant dans un contexte qui est celui de la réorganisation globale de l'entreprise. Et je rajouterai une couche de plus, c'est de la compréhension de ce qui est en train de se passer au niveau de l'écosystème économique global, c'est-à-dire ma propre entreprise, à quoi sert-elle? Puisque tous les périmètres sont en train de bouger, comment elle se positionne dans la chaîne de valeur? Donc la vraie question, c'est comment est-ce que les départements RH pourront-ils mener la transformation de l'entreprise par les RH? D'abord, il faut revenir à un certain nombre de fondamentaux. Alors pardon, je ne me suis pas présenté, j'ai une déformation professionnelle, je suis historien à la base, donc vous allez voir beaucoup d'éléments historiques. Alors, la première des choses dont il faut se rappeler, il ne faut pas oublier, c'est que toutes les révolutions sont des menteuses. On nous explique que ça y est, il y a une révolution, donc tout ce qu'il y a précédemment, ça n'existe plus, il faut tout réapprendre et c'est formidable. C'est pas vrai. Il y a plus de choses qui demeurent que de choses qui changent. Alors il y a quand même des choses qui changent. Donc les gens qui sont dans le déni, y arriveront encore moins que ceux qui se précipitent vers un avenir incertain en oubliant tous leurs propres fondamentaux. D'accord ? Mais gardez ça en tête. Donc pour réussir la transformation, il faut faire la différence entre le bruit et les véritables signaux. Vous avez beaucoup de gens, dans beaucoup de conférences, qui se disent experts des signaux faibles. C'est intéressant, les signaux faibles. Mais les signaux forts, c'est encore plus intéressant. Donc, n'oubliez pas de regarder les signaux forts. Et dans ces signaux forts, il y a une constante dans l'histoire. Dans toutes les transformations qui ont eu lieu suite à des éléments disruptifs, à des évolutions technologiques disruptives, c'est qu'on ne peut pas intégrer dans une organisation existante une innovation disruptive. Ça ne marche pas. Il faut faire le contraire. C'est-à-dire qu'il faut questionner l'organisation au moment où on voit que l'innovation sera disruptive. Donc là, vous partez de la technologie. La technologie, elle permet des choses. On en a discuté tout à l'heure. Elle permet, mais elle ne crée pas. C'est-à-dire qu'il faut l'accompagner, il faut comprendre les usages, il faut beaucoup s'intéresser à l'homme et à sa perception de cette technologie, mais sans la technologie, il n'y a pas de disruption. D'accord ? Donc, deuxièmement, il faut s'intéresser à l'homme, faire la différence entre le bruit et les véritables signaux, entre la culture. La culture, c'est parfois passager. Réfléchissez à comment est-ce que vos parents ou vos grands-parents pensaient et quelles étaient leurs grandes valeurs sur le monde, et vous voyez que notre culture évolue, elle évolue en permanence. Donc la culture, c'est passager, et quand on doit questionner cette culture, on revient à ce qu'il y a au-dessus de cette culture, c'est-à-dire à la nature humaine. C'est ça le fondamental qui ne bouge pas.
Et enfin, n'hésitez pas à regarder un certain nombre de best practices. Dans les best practices, je vais vous en montrer je vais vous montrer quelques évolutions en cours, mais l'histoire est pleine d'exemples de communautés humaines qui ont intégré la technologie, qui se sont réinventées autour de cette technologie. En plus, ce qui est intéressant, c'est que comme ça fait des siècles, parfois, on a quand même un petit peu de recul à la différence de tout ce qu'on nous présente aujourd'hui comme des évidences qui n'en sont pas. Alors, quelques exemples vraiment pour illustrer. Donc, je vais vous parler d'un métier qui est quand même assez traditionnel, qui est celui de vigneron. Eh bien, le vigneron, dans le Champagne, l'une de ses principales fonctions, c'est de valider à quel moment on doit arrêter la fermentation du champagne. Parce qu'en fait, la qualité d'un champagne dépend de la densité des bulles qu'il y a dans la bouteille. Il se trouve que cette densité, elle monte très progressivement jusqu'à son optimum, et là, elle descend beaucoup plus vite. Donc si vous loupez le pic, vous perdez énormément en qualité de champagne. Donc, le métier vigneron avant les capteurs et la technologie et l'intelligence artificielle, c'était quoi? C'était finalement d'avoir développé un goût, une intuition, quelque chose d'un petit peu inné et de très soft skill, justement, pour savoir que c'était le bon moment et que peut-être que ça n'allait pas aller tellement plus loin, qu'il fallait peut-être arrêter maintenant. Aujourd'hui, on met des capteurs dans les cuves. On mesure la pression, on mesure la température, on est capable d'anticiper en fonction de la météo et d'un certain nombre d'éléments à quel moment ça va être optimal. Ça n'a pas supprimé le vigneron dans la chaîne, puisqu'il est toujours là pour aller vérifier, mais on va dire, compenser son intuition par de la mesure. Ça, c'est un élément qui arrive par la techno et qui est en train de transformer à peu près tous les métiers, c'est-à-dire, vous avez des métiers qui étaient jusqu'à maintenant très intuitifs, où il fallait avoir du nez, et qui maintenant, il faut toujours avoir un petit peu de nez, mais il faut aussi beaucoup mesurer. Et comme on est capable de mesurer quasiment en temps réel, en fait, la mesure est petit à petit en train de gagner sur l'intuition. Jusqu'où on verra, en tout cas, c'est un phénomène qu'on voit en ce moment. Deuxième exemple, là vous avez un joli manège qui s'appelle un carrousel. Un carrousel, c'est aussi le nom d'une escroquerie à la TVA. Ça consiste, alors c'est des grandes mafias qui font ça, ça consiste à créer une nuée d'entreprises qui vont se facturer les unes les autres, sans aucun chiffre d'affaires réel, et après elles déposent tout le bilan au moment où elles se sont fait rembourser la TVA. Et comme les délais de l'administration sont assez lents, vous avez plusieurs mois pour récupérer l'argent, partir où vous voulez dans le monde avec cet argent qui est l'argent des contribuables. Bon, maintenant avec l'intelligence artificielle, on est capable, en faisant passer cette intelligence artificielle sur des relevés de banque, dans toutes les banques d'ailleurs, de voir que, attention, là, on a un certain nombre d'entreprises qui ont été créées à peu près au même moment, qui se facturent l'une l'autre, qui ne se facturent que entre elles, donc il y a suspicion de carrousel. Là aussi, le contrôleur fiscal, il n'a pas disparu, sauf qu'au lieu de faire un contrôle complètement par hasard, ou à l'intuition, il va avoir des alertes, et donc il va pouvoir faire un contrôle qui est circonstancié. Donc là aussi, on voit intelligence artificielle, technologie, plus métier. Mais le métier évolue. Suite à ça, il évolue progressivement en fonction de ces technologies. Autre élément, là vous voyez Raina qui a lancé une marque de cosmétiques, elle a lancé quasiment uniquement au début, en tout cas, grâce à l'influence. C'est-à-dire que l'influence, via les médias sociaux, est en train de s'imposer comme un canal extrêmement puissant. Et donc, ça change un petit peu le processus de création des campagnes de communication et des stratégies de communication. En quoi ça le change? D'abord, vous avez maintenant des nuées d'influenceuses qui vont intervenir plutôt qu'une seule égérie, par exemple. Donc ça veut dire qu'il faut contracter avec parfois des dizaines, voire des centaines au cours de l'année de personnes. Et on va être dans une capacité, comme ce sont des gens qui sont très forts sur les médias sociaux, de rebondir de façon efficace sur l'actualité et donc de profiter et de surfer sur un buzz. Vous pouvez être par exemple, je ne sais pas moi, dans le hairstyling. À un moment donné, peut-être qu'un jour, Game of Thrones finira bien par revenir. La calvitie, elle va peut-être changer de coiffure. Et là, vous avez des dizaines de millions d'adolescentes dans le monde qui vont changer de coiffure. Si on applique le procédé qu'on voit encore aujourd'hui dans des agences de communication et dans les directions de la communication, eh bien en fait, toutes les campagnes sont déjà prévues à partir de novembre de l'an dernier. Les réalisateurs sont choisis, les films sont quasiment tournés, il n'y a plus qu'à délivrer. Eh bien, vous loupez le buzz de la calvitie qui change.
de coiffure. Donc, vous ne pouvez pas profiter d'une aubaine. Donc, on va donc avoir tendance dans la communication à moins prévoir et à plus réagir. Et deuxièmement, dans les agences de communication, vous allez avoir de plus en plus l'influence qui va être au cœur des choses, et on aura moins, peut-être, de directeurs de création, moins de réflexion à huis clos entre l'agence et son client, mais beaucoup plus des démarches qui vont être ouvertes avec des outils collaboratifs, et surtout, de plus en plus de juristes qui vont traiter des contrats. Donc, vous voyez que le métier de communication va devenir, là aussi, un petit peu différent, avec des outils plus importants, une façon de travailler qui est plus ouverte, et des nouveaux métiers qui vont compléter celui des agences créatives, qui sont parfois des éléments administratifs et de négociation. Bon, je vais passer très très vite là-dessus. Une grande chaîne de burgers s'est rendue compte, là aussi, en traitant des données, c'est-à-dire que ce n'était absolument pas une conviction, que c'était très avantageux de fermer l'un de ses plus gros magasins du monde, qui était le premier d'Europe, pour y faire des travaux, ce qui n'était absolument pas intuitif, c'est-à-dire qu'on se disait, voilà, ce magasin il cartonne, ça ne sert à rien que je le ferme, pendant 6 mois je n'aurai pas ce chiffre d'affaires, donc ça pénalisera l'entreprise. Et suite à des remontées de données et un traitement de ces données-là, ils se sont rendus compte qu'on pouvait très largement augmenter le chiffre d'affaires suite à des travaux. Donc ils ont fermé, ils ont fait des travaux, ils ont rouvert, et c'est passé du premier magasin d'Europe au premier magasin du monde. Donc là aussi, vous voyez que parfois, cette intuition, elle va être un petit peu contrebalancée par l'analyse et par la mesure. Alors, maintenant, rapidement, je vais arriver sur des exemples qui, là, sont un peu plus historiques pour vous montrer à quel point, finalement, l'environnement technologique va façonner une culture qui va elle-même façonner un métier. Donc ça, c'est très important. La question à vous poser, pour dire comment est-ce que les RH vont pouvoir accompagner l'évolution de ces métiers, d'abord, c'est qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce que les choses évoluent ? On vient d'où, nous ? On vient d'une culture tayloriste. Donc on parle de silos, on dit que c'était pas bien les silos, on les critique beaucoup. Avant, ils avaient c'est pas sorti parce qu'il y avait des gens qui voulaient maltraiter d'autres personnes. C'est que vous aviez une organisation du travail qui était autour d'une chaîne de montage, où moi je devais appuyer sur le bouton vert, quand toi tu avais appuyé sur le bouton rouge, et que ensuite ça passait à quelqu'un d'autre. Et on se concentrait sur notre silo. Et vous avez même une chaîne de valeur qui s'est constituée autour de ces silos. Vous avez des entreprises qui se sont créées en sous-traitance de ces grands groupes, en disant « moi, je suis un cabinet d'avocats spécialisé dans ça et je ne fais que ça ». Bon. Donc, pourquoi est-ce que ça a été créé ça ? Parce qu'il y a une organisation du travail qui le voulait, parce qu'on avait un outil industriel qui était très peu flexible. Quand ce n'est pas flexible et que ça coûte très cher, il ne faut pas faire d'erreur, parce que ça coûte très cher une erreur. Donc, on prévoit beaucoup, on fait très attention avant de prendre une décision. Et quand cette décision est prise, tout de suite, on doit mesurer. On doit se dire, est-ce qu'on ne s'est pas trompé, parce que ça peut être catastrophique. Et comme l'information, elle met du temps à remonter, ça veut dire que vous organisez votre outil de travail, votre organisation autour de ça. Donc les managers, on leur demandait de faire quoi ? Du contrôle, du reporting et un peu d'animation d'équipe. Voilà. Donc ce n'étaient pas des mauvais managers. Donc nous, on peut se dire, oui, vous comprenez maintenant, le management, c'est très différent, les soft skills, tout ça et tout. Mais attendez, avant, ils étaient faits pour ça. Il fallait s'assurer que moi, j'ai bien appuyé sur le bouton. Si je n'avais pas appuyé sur le bouton, je bloquais la chaîne. Donc, ça, c'était comme ça, et ça se faisait pour ça. Maintenant, c'est différent. Maintenant, c'est ça. Vous voyez ? L'entreprise, elle était avant un tramway qui allait d'un point A à un point 2. On avait une évolution technologique qui était faible. Donc, on pouvait prévoir. Il y avait peu de ruptures technologiques. On pouvait se projeter et optimiser ça. Aujourd'hui, vous avez une rupture technologique tous les 2 ans. Comment est-ce que vous voulez faire votre gosse plan à 5 ou 10 ans ? Vous ne pouvez pas. C'est du temps perdu. Donc, il faut passer moins de temps en prévision, plus de temps en réaction. On conduit dans le brouillard. Ça ne sert à rien d'essayer de savoir comment ça sera le 3e virage. Déjà, essayez de voir où la route va tourner, et là, vous le ferez si vous êtes rapide, si vous êtes agile. Autre élément très important, c'est qu'on passe d'un système où la donnée est extrêmement rare, mais plutôt de bonne qualité, puisqu'on la produit, on va la faire, et elle est assez pérenne. Rappelez-vous de
cette phrase qu'on nous a donnée pendant très longtemps, et qui aujourd'hui n'a plus aucun sens, c'est l'information qui fait le pouvoir. J'ai une information, je la garde, c'est un secret, et tant que je l'ai, j'ai un pouvoir. Aujourd'hui, aucun secret ne tient. Même un ministre du budget ne peut pas planquer sa fraude fiscale. Hein ? Donc, oubliez, la pérennité d'une information, ça n'existe plus. Aujourd'hui, on a le problème inverse. C'est-à-dire qu'on est passé d'un moment où on ne savait rien, ou pas grand-chose, donc l'intuition c'était très important, à un moment où on a tellement d'informations, plus il y en a des vraies, des fausses, des périmées, des machins, 80% de l'information qu'on ingère, c'est faux. C'est faux ou c'est plus adapté. D'accord ? Donc là, on doit finalement trier ces informations et gérer des flux, organiser son partage. C'est ça l'enjeu. Donc là, vous voyez bien que le management, le système d'information, l'organisation du pouvoir va complètement évoluer par ces technologies finalement et ces usages. D'accord ? Alors d'ailleurs, j'aimerais reprendre un exemple que vous avez donné tout à l'heure. Vous avez parlé de la mine d'or. Vous savez ce que c'est qu'une mine d'or ? C'est un endroit où on va sortir, on va devoir charrier des tonnes de boue pour avoir une petite pépite. D'accord ? C'est ça une mine d'or. Les données, c'est ça. Vous devez charrier des tonnes et des tonnes d'informations pour en sortir quelque chose de juste et d'exploitable. D'accord ? Donc, le paradoxe, c'est quoi ? C'est qu'on n'a jamais eu autant de données et on n'a jamais été aussi incapable de prévoir l'avenir. Voilà. Pourtant, on a des outils balèzes. Voilà. Alors, autre élément, je parle beaucoup, mais je vais regarder là. Vas-y. L'heure, c'est bon, attendez. Ah, je n'ai pas lancé le chrono, c'est bon. Donc j'ai encore 25 minutes. Alors, autre élément important, c'est le cycle d'adoption des technologies. Avant, c'était l'entreprise qui donnait le « là ». Vous étiez un cadre méritant, vous aviez un laptop, vous aviez un BlackBerry, vous vous rappelez, hein, les BlackBerry. Bon, je ne sais pas s'il y a des Canadiens parmi nous, généralement c'est les derniers à en avoir. Mais voilà, maintenant c'est et ensuite vous ameniez ça à la maison et vous éduquiez un petit peu la petite famille en disant mon fils, regarde comment on envoie des mails, voilà comment on fait du browsing, voilà comment on fait des choses comme ça. Et si vous vouliez installer un petit jeu vidéo, alors là ça sonnait dans tous les sens, on n'avait pas le droit, c'était loqué parce que on rigole pas avec l'outil de travail. Bon. Maintenant c'est le contraire, c'est-à-dire que suite au lancement d'une marque que je ne citerai pas, eh bien vous avez un outil dans la poche qui est généralement plus puissant, plus confortable que ce qu'on vous a donné au travail. Donc vous arrivez avec votre techno, avec vos usages, vous avez appris sur les médias sociaux à travailler de façon collaborative, et là vous arrivez avec votre intranet tout gris avec des bouts carrés, où il faut balancer une ligne de code, on a été formé il y a 5 ans, mais on ne sait plus. Bon, donc ça ne marche pas. Donc en fait, il faut, et ça il faut le comprendre également, c'est que vous avez des collaborateurs qui se comportent comme des clients. Avant, on pouvait dire, maintenant c'est cet outil, et tu es déjà bien content, et voilà le process. Maintenant, il faut les considérer comme des clients capricieux. Il faut que ça soit facile d'utilisation, il faut que ça soit simple, il faut qu'on ne soit pas obligé de se former trop longtemps, etc. C'est pour ça que nous, on passe notre vie à dire, oui, intégrez nos technos, mais mettez de l'accompagnement autour. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a une division service, mais c'est très important, la compréhension de l'écosystème dans lequel l'outil va aller, et ensuite l'accompagnement de cet écosystème vers une utilisation de cet outil optimale. Autre élément, alors pardon, nous ne sommes pas la génération la plus stressée du monde. J'ai entendu ça à la radio il n'y a pas très longtemps, il paraît que nous sommes une génération sacrifiée sur le totem, sur l'autel du stress. Je pense qu'en 1916, dans les tranchées, les gens étaient un peu plus stressés que parce qu'ils recevaient un mail le dimanche, mais je m'avance peut-être un peu. Voilà. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que l'humanité nous donne cette merveilleuse opportunité de vivre dans la paix et d'avoir de quoi manger. Et ça change la vie. Donc, qu'est-ce que c'est ? Finalement, nous sommes des enfants gâtés. Mais c'est très bien, hein ? Il ne faut pas s'en plaindre. Moi, je préfère être enfant gâté que vivre ce que mes arrière-grands-parents ont vécu. Voilà. Donc, eh bien, il faut que l'entreprise tienne compte de ça. Or, l'entreprise, elle a été façonnée à une époque où l'humanité, c'était quand même pas très sympa. Hein. La misère, c'était la norme.
Ce n'était pas l'exception. Aujourd'hui, on est là en train de dire qu'il y a encore des gens qui sont miséreux. Très bien. Mais à l'époque, c'était la norme. Voilà. Et donc, ces conditions très dures, etc., finalement, quand vous arriviez dans l'entreprise industrielle, c'était le paradis. Enfin, pas pendant très longtemps, mais ça l'a été à une époque. C'est-à-dire que les conditions dans les campagnes étaient tellement dures, imaginez que les gens quittaient les campagnes pour aller s'entasser dans des bidonvilles et travailler dans l'industrie lourde. C'est pas que parce qu'ils étaient idiots, hein. C'est parce que c'était moins dramatique que les conditions qu'ils vivaient dans les campagnes. D'accord ? Donc, voilà, on sort d'une époque où l'entreprise que nous connaissons a été quand même globalement façonnée par cette humanité. Ce ne sont plus nos conditions, donc on s'attend à autre chose. Du coup, vous voyez, on est passé de ce que je vous ai montré précédemment, voilà, l'entreprise maintenant c'est un lieu agréable. Vous voyez, il y a un beau parquet, il y a des micros qui marchent, il y a du café, superbe. Et puis on demande à l'entreprise, et ça aussi c'est très important pour comprendre comment est-ce que les outils vont pouvoir s'interfacer et comment les métiers vont bouger. D'abord on crée des nouveaux métiers, et ensuite on demande à l'entreprise de s'occuper de choses qu'elle n'avait absolument pas à gérer. Pourquoi ? Parce que, ça c'est peut-être une légère différence de perception avec vous tout à l'heure, c'est que ma conception des choses, c'est qu'aujourd'hui, la différence qu'il y a entre le privé et le perso, qui était effectivement, il y avait un mur de Berlin à une époque entre les deux, eh bien, elle s'étiole. Aujourd'hui, tout ça, c'est très poreux. Donc, l'entreprise va s'occuper de votre bonheur. Alors moi, ça m'inquiète personnellement, mais il y a plein de gens qui disent c'est formidable, est-ce que vous êtes heureux au travail, est-ce que vous voulez un petit massage, un bisou, tout ça ? Très bien. Bon, je critique pas, je constate. La réalité, c'est qu'on demande à des organisations qui jusqu'à maintenant étaient là pour gagner de l'argent de s'occuper du bonheur des gens, et ça change complètement les choses. D'accord ? Alors, je parle du bonheur, on peut parler de responsabilité, d'écologie, le fait d'être une entreprise sociétale, sociale. Bon, je pourrais passer des heures sur les changements, il y en a plein, et ils sont fondamentaux. Ah non, tu penses que tu vas parler tout de suite, il me reste 2 minutes, d'accord. Voilà. Et donc, tout ça pour dire qu'on est dans le brouillard, donc l'entreprise doit être agile. Et si vous avez quelque chose en matière de projection, si on doit vous dire c'est quoi le futur de votre métier, vous dites « je ne sais pas, personne ne sait ». D'accord ? Il y a des tendances, est-ce qu'elles seront éphémères ? La seule chose dont vous pouvez être sûr, c'est que le changement, vous en avez pour un moment. Ça va être perpétuel. Donc, vous êtes sur cette route de brouillard et il faut que vos organisations soient agiles. D'autant qu'on travaille de plus en plus dans des écosystèmes. Avant, vous maîtrisiez complètement votre organisation. Elle était claire, tout le monde savait où il était, qui était son boss, etc. Maintenant, on est dans des matrices avec en plus de plus en plus du travail qui est fait par des gens qui sont en dehors de l'entreprise. Donc, comment est-ce que je les intègre ? Comment je partage ma culture ? Comment je gère la confidentialité ? Et bien sûr, on ne demande pas la même chose à un patron. D'abord, il y a des éléments culturels. Ensuite, vous avez des entreprises qui s'aplatissent. Et quand on doit être agile, on est moins dans le contrôle, on est moins dans le reporting, même si on en a encore beaucoup, mais on a des outils qui permettent quand même de gagner beaucoup de temps là-dessus. Et on est plus dans l'inspiration. Aujourd'hui, vous avez une lutte qui est presque gagnée d'avance entre le statut et l'influence. Le statut, c'est ma voiture de fonction, mon bureau fermé, mon titre, mon équipe, et il n'y a pas une seule décision qui est prise sans que moi je sois au courant, et ça, c'est moi qui signe. Ça, c'est le statut. Et après, vous avez l'influence. L'influence, c'est des choses un petit peu mouvantes, pas forcément très bien définies, et vous avez donc des gens dans certaines entreprises qui, tout en ayant un statut qui n'est pas très gros, ont une influence majeure. Voilà. Donc tout ça, ça impacte le mode de management, et c'est le management bienveillant. Alors, le management bienveillant, ça n'est pas qu'un management où on parle gentiment aux gens, parfois on sévit, parfois on prend des sanctions, etc. Mais c'est un style de management qui fait plus confiance, qui va déléguer des responsabilités et qui va partager de l'information. Alors j'en terminerai avec ça. Quel est l'inventeur de ce type de management ? Bon, comme je n'ai plus de temps, je vais répondre. De toute façon, vous ne le savez pas, je vous le dis tout de suite. Donc non, ça n'est pas la Silicon Valley, ça n'est pas machin, des trucs comme ça. C'est l'armée prussienne.
Voilà, vous n'y attendez pas, celle-là. Hein. C'est pour ça qu'en fait, ils gagnent toutes les guerres depuis un certain temps. Pourquoi ? C'est qu'un beau jour, ils se sont rendus compte d'un truc. Hein, ça a été inventé par Clausewitz. En fait, Clausewitz, c'est quelqu'un qui théorisait là-dessus et surtout qui a commencé sa jeunesse en tant que militaire par se prendre une série de trempes en face de Napoléon Bonaparte. Il s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois, on se prend une tôle ? Pourquoi ? Et il a commencé à regarder, il a théorisé les choses. Et numéro 1, il a dit, il existe dans la guerre un brouillard entre le chef, qui est tout là-haut, et qui est omnipotent, et le terrain. Donc il ne voit pas ce qui se passe, il manque de données, il ne sait pas. Donc qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit déléguer à ceux qui sont sur le sol un maximum de responsabilités pour que ces gens puissent dire, bah non, là je ne peux pas passer parce qu'il y a un obstacle, tu ne le vois pas là-haut, mais moi je le vois. Alors ça c'est super, mais ça peut très vite se transformer en anarchie. Donc il a défini des bulles de compétences où il dit, toi tu es complètement compétent pour prendre toutes les décisions dans ce périmètre. Et deuxièmement, je partage l'information. C'est-à-dire que, comme disait Patton, dites-leur quoi faire, mais jamais comment, et vous serez toujours étonné par leur génie. C'est-à-dire qu'on donne l'objectif. Emmanuel, tu dois prendre la colline. Pour qu'Estelle, elle traverse la rivière. En essayant de prendre la colline, c'est imprenable, tu n'y arrives pas. Mais tu sais que tu es là pour faire qu'elle puisse traverser la rivière. Donc tu vas dire, il y a une autre colline à côté, je vais monter sur cette colline qui va l'aider à faire ça. Pourquoi ? Parce que j'ai partagé le but, le sens, et je ne me suis pas perdu dans des détails, à te micromanager en te disant tu fais ci, tu fais ça, et puis machin, et puis au bout d'un moment, tu es juste là pour dire chef, j'ai fait ça, mais j'ai un problème. Voilà. Donc, capacité à faire ça. Voilà. Waouh. La transition n'est pas facile, là. T'es pas sympa. Tu te débrouilles. Alors, je vais aller très vite. On voulait juste, suite à toutes ces données, moi, j'ai pas de... Ouais. Suite à ces données historiques, parce que comme vous avez compris, Laurent est un historien, donc il aime bien faire référence à tout ça, à tous les changements des compétences et des métiers au travers de l'histoire. Et donc nous, Microsoft, aujourd'hui, pour accompagner toute cette transformation, tous ces changements, tous ces futurs des compétences et des métiers, on met à disposition évidemment des technologies sur tous les plans. Donc comme le disait Laurent, on a la partie données, enfin la data-driven aujourd'hui dans tous les métiers et surtout sur les RH. Aujourd'hui, vous récupérez énormément de données de nombreuses sources, mais pour en faire quoi ? Pour aller vers où ? Tout à l'heure, on écoutait les témoignages de ENGIE, TF1 et Antalis. Aujourd'hui, les technologies le permettent, par exemple, pour suggérer des nouveaux métiers. Par exemple, un collaborateur est fan de, je sais pas, jeux vidéo, je crois qu'on a vu ça tout à l'heure, de jeux vidéo, mais effectivement, il est peut-être à la compta, ou il est peut-être à la finance, ou en production, on ne sait pas ce qu'il fait. Mais en revanche, sur les réseaux sociaux, il est énormément actif. On va pouvoir capter toutes ces données, donc des données complètement différentes par rapport à son profil, par rapport au poste qu'il occupe aujourd'hui dans votre entreprise. Et grâce à toutes ces données, l'intelligence artificielle qu'on va pouvoir mettre en place, on va pouvoir récupérer les informations, les mettre, donc lui, il est fan de jeux vidéo, il interagit beaucoup sur des blogs, il est très présent, mettre avec ses compétences qu'il a aujourd'hui, donc aujourd'hui, il est chef comptable, bon, rien à voir avec les jeux vidéo, mais demain, on va pouvoir le digitaliser, on va pouvoir le transformer et lui proposer un poste auquel il n'aurait pas lui-même pensé au sein de l'entreprise pour pouvoir se développer. Si une personne est bien dans l'entreprise, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, elle va rester, elle va être fidélisée, donc elle va s'épanouir. Et ça, c'est important puisque le bonheur, on en a quand même parlé, la joie, les bisous et les massages, c'est important d'avoir toutes ces données, l'ensemble de ces choses pour que la personne s'épanouisse au sein de notre entreprise. Donc aujourd'hui, la data-driven va permettre ça aussi, puisqu'on va pouvoir transformer le métier d'aujourd'hui d'une personne vers un autre métier. On va également, avec toutes les solutions collaboratives, leur permettre de travailler où ils veulent, quand ils veulent. Effectivement, la frontière perso-privé aujourd'hui, perso-professionnelle, pardon, et de plus en plus faible, puisqu'on va pouvoir rester chez soi pour travailler, on va être aussi compétent, on va être aussi concentré, même si parfois les managers pensent qu'on ne fait rien. C'est pas vrai. Les études montrent que quand on est chez soi, on est beaucoup plus productif qu'au bureau à prendre des cafés et à se balader dans les couloirs. Donc il y a plein de choses qui le permettent. Évidemment, la technologie ne fait pas tout. Comme le disait tout à l'heure Laurent, il faut accompagner les humains pour pouvoir l'utiliser et pour pouvoir en tirer les bénéfices. Et puis après, on a évidemment
une solution pour récupérer toutes ces données, pour accompagner toutes les compétences et les transformations des métiers, qui est un SIRH. Donc là, vous avez le réceptacle de toutes ces informations, de toute l'intelligence artificielle, de toute la collaboration au sein d'une solution pour permettre le suivi de carrière du collaborateur, de la gestion des candidatures jusqu'à sa vie et sa mort dans l'entreprise. Voilà, désolée, c'était un peu court, mais... Hein? De quoi? Ah bah non, j'ai oublié pour la transition. Oh, pardon. Donc juste avec effectivement toute la partie intelligence artificielle et les technologies de Microsoft, on n'a pas toutes les solutions évidemment aujourd'hui, mais on s'appuie sur des partenaires tels que Crafty, donc il va venir expliquer ce qu'il propose autour de la transformation des métiers RH. Donc là, on a mis quelques partenaires avec qui on travaille, qui sont présents aussi au Centre des innovations de Microsoft. C'est basé sur nos technologies et ils proposent des solutions pour aller voir par exemple, écouter tous les réseaux sociaux. Hop là. Tous les réseaux sociaux, les comportements des collaborateurs, les intégrer. Et puis après, je pense que Crafty va proposer sa cartographie pour expliquer comment il fait. Voilà, merci beaucoup.